la réglementation ne bride-t-elle pas en fait le concepteur, le geste architectural, conduisant à des bâtiments tous similaires, donc ce risque du générique? Faut-il dissimuler, invisibiliser les systèmes énergétiques, les solutions techniques qui rendent les bâtiments plus performants, ou doit-on carrément assumer d'en faire un élément architectural? Et la réglementation, au milieu de tout ça, comment intervient-elle? Les bâtiments sont dans des environnements particuliers, avec des contextes réglementaires. Donc c'est tous ces points qui vont être abordés au cours de cette table ronde. Et pour savoir si peut-être l'innovation, en fait, au final, ne serait-il pas en fait le levier pour réconcilier ces deux notions, le technique et le visuel. Donc je laisse la parole à Hugo qui va vous présenter les intervenants. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Donc, bonjour à tous. Merci déjà de m'avoir confié l'animation de cette table ronde. Donc en propos introductif, déjà je vous propose d'essayer de décortiquer un petit peu le sujet qui est donc invisibilité versus performance vers une conciliation. Donc si on prend le premier mot, là déjà invisibilité, derrière le mot qui est un peu sous-entendu, c'est la question de l'esthétisme. Donc ce qui permet la performance d'un bâtiment, est-ce qu'il faut chercher à l'invisibiliser, à la cacher la technique, ou au contraire, faut-il l'assumer et le montrer? Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a le deuxième mot, performance. Alors ça, la même chose, ça a été un peu dit en propos introductif, c'est qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là, quoi. Donc très vite, dès qu'on parle de performance, tout de suite, on a envie de mettre des mots derrière. Performance thermique, performance environnementale, performance énergétique. Mais voilà, est-ce que ça suffit à définir ce qu'est un bâtiment performant? Donc on va le voir avec nos intervenants. Et le troisième mot, qui est la conciliation. Alors concilier, pourquoi? Parce qu'il y a une notion d'antinomie entre les deux. Finalement, la recherche de performance influe aussi sur l'esthétisme, puisqu'on doit respecter des critères de conception, notamment de recherche de compacité, qui influent donc sur la forme. Et on a aussi l'emploi de certains matériaux qu'on va privilégier, l'emploi de certains systèmes qu'il faut mettre en façade ou sur les toits. Voilà. Et après, il y a aussi des contraintes d'intégration au sens, dans le paysage urbain, de règles à respecter. Donc on posera ces questions-là. Et aussi, chose importante, c'est la conciliation avec l'occupant, qui d'une certaine manière est parfois invisible dans la conception, dans le process de conception du bâtiment, puisqu'on conçoit les bâtiments pour lui, tout du moins avec une certaine idée qu'on se fait de lui, mais voilà, il n'est pas forcément impliqué dans ce process-là, quoi. Donc voilà ce qui va nous animer dans les 50 prochaines minutes qui viennent. Donc pour en parler, à côté de moi, je commence par Aline Barlet, qui est donc enseignante-chercheuse à l'école d'architecture de Bordeaux, donc spécialiste des questions comportementales, voilà, interaction habitant-habitat ou usager-bâtiment, et qui est co-directrice du laboratoire Greco, qui est notamment une des thématiques, dont c'est l'une des thématiques de recherche. À côté, Pierre-Yves Dartigues, qui est directeur du développement urbain de la ville d'Anglet, donc c'est le local de la table ronde, voilà, qui a aussi d'activités de formation au centre de la fonction publique territoriale et à l'université de Poitiers, qui donc aujourd'hui aura la casquette urbaniste, mais côté collectivité locale. Et enfin, Christophe Bourriette, qui est architecte et urbaniste, gérant de l'agence Bourriette et Vaucansin à Bordeaux, lui aussi un pied dans la formation, puisqu'il enseigne ou il intervient à l'école d'architecture de Bordeaux. Et puis on avait un quatrième intervenant qui malheureusement ne pourra pas être là, qui a eu une contrainte familiale de dernière minute. C'est Franck Baruel, qui est un ancien chercheur et qui est à la tête d'une société de conseil pour du solaire photovoltaïque ou l'implantation de projets PV. Voilà, il s'excuse de ne pas pouvoir être là, donc je vais tenter de prendre un petit peu son rôle et de distiller quelques-unes de ces idées qu'on a eues dans les échanges en amont. Et enfin moi-même, Hugo Viau, je suis ingénieur docteur à Nobatec INEF 4, plutôt impliqué sur des projets recherche et développement, donc
impliquant un travail de modélisation de la physique du bâtiment et des systèmes qu'on peut y trouver. Voilà, donc vous voyez déjà on n'a pas les mêmes métiers, mais on travaille tous sur une thématique commune qui est l'objet bâtiment ou l'objet quartier, quoi. Alors, pour commencer, je vais reprendre ce qui a été un petit peu dit au début là, avec la notion de dictature de la performance. Alors, première question, je jette un pavé dans la mare. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore le luxe de se soucier des questions d'esthétisme au regard des enjeux et de la hauteur des enjeux qui nous attendent? Je vais peut-être rebondir pour lancer mes deux collègues derrière sur le sujet. Juste peut-être une anecdote ou une expérience là-dessus. En 2010, dans une collectivité du centre de la France, j'avais travaillé à un appel à projet avec un bailleur social pour construire un bâtiment collectif construction bois, 21 logements sociaux passifs. Donc je vous passe le cheminement complet de la réflexion autour de ce bâtiment et à la fin, à la finalisation de l'avant-projet, je me souviens que l'architecte avait dit à ce moment-là c'est la mort de mon positionnement dans la conception du projet, le thermicien et le constructeur ont pris le dessus, l'objectif de performance et l'objectif ultime de ce bâtiment, il était moins critique que ça, je caricature un peu, hein, volontairement. Je me demande un peu ce que sera le geste architectural face à l'objectif de compacité avéré pour les bâtiments passifs dans les années à venir. Alors moi je voulais profiter de la table ronde parce que finalement j'en ai pas eu l'occasion les années précédentes de me poser la question et de se dire en 2021, 11 ans après cette première expérience, est-ce que finalement ce que disait cet architecte à cette époque-là s'est avéré être une réalité ou est-ce que la réalité est un peu plus complexe? Certes, il y a un objectif notamment de compacité, c'est un angle d'attaque de notre conversation, mais il n'y a sans doute pas que ça dans l'objectif de performance. Et finalement, est-ce que la place du geste architectural n'est-elle pas toujours bien présente là-dedans? Voilà, je la pose en question parce que je suis de formation aménagement, je suis urbaniste en collectivité, je ne suis pas architecte, je ne vais pas me mêler de ce métier-là évidemment. Mais en tout cas, notre souci, nous, en collectivité, c'est à la fois travailler... fabriquer du projet, travailler sur des axes d'innovation, et en même temps travailler sur ce que peut être l'intégration ou pas, d'ailleurs, de tout projet dans la ville. Aïe, ça me tombe sur... ça va, ça tombe sur moi. Personnellement, moi, j'aimerais me situer un petit peu comme Julie vient de le faire, quoi. C'est-à-dire que je m'inscris totalement dans sa façon de problématiser la question de l'esthétique, du beau aujourd'hui. Et c'est vrai que je ne peux pas, sur le plan personnel, ne pas me situer dans cette perspective d'une interrelation. J'ai, de par ma pratique aussi, le Vaconssin de Bourriette-et-Vaconssin, c'est une paysagiste dans lesquelles nous travaillons à 50-50 depuis presque 20 ans. La question de la relation au vivant élargie, dont l'homme, dans toutes ses contradictions, me semble assez essentielle. Donc non, moi je pense que la question c'est... ce geste, dans quelle capacité, dans quel contexte de réception il se situe. Je pense que la question, elle est plus là. C'est-à-dire que si le geste n'est plus compris, le geste devient vain, voire rejeté. C'est ça peut-être qui me questionne. Donc ça veut dire que ça me venait un petit peu au fil de l'exposé de Julie, là. Il y a fondamentalement une question d'éducation, c'est-à-dire que je pense que longtemps, et c'est une question qui est assez centrale en question de paysage, quand on oppose environnement et culture, entre nature et culture. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi dans la question architecturale, c'est-à-dire que le risque de cette adhésion, de cette croyance dans la technique, nous a fait oublier
à qui elle servait. Donc, et d'abord, pourquoi on a besoin de la technique? Alors, je rappellerai simplement que nos corps ont une amplitude thermique assez faible par rapport à d'autres mammifères qui sont dans notre quotidien. Donc cette nécessité fondamentale d'avoir un toit est aussi assez bêtement biologique. Donc on est aussi des corps vivants, des corps sensibles, des corps plus complexes que seulement rationnels. Je crois que c'est une question dans laquelle, effectivement, moi c'est là que j'ai envie de situer la beauté des futurs gestes, dans cette capacité de convoquer tous les aspects du vivant dans cette relation à la technique. Voilà. Alors c'est vrai que moi je m'inscris aussi dans un autre philosophe dont on réhabilite le travail, qui s'appelle Ivan Illich, donc, qui a parlé de qui a forgé une de ses pensées autour de la convivialité, c'est-à-dire cette nécessité d'une technique conviviale, c'est-à-dire une technique au service de l'homme et appropriable par l'homme. Voilà. Donc, moi, je pense que là, la question de ce geste, elle est située quelque part là, quoi. Mais on a aussi besoin de gestes, on a besoin de beauté. Enfin, je pense que la beauté et là aussi, moi, je suis assez proche de Chris Younes, donc je crois qu'il y a, en tout cas, moi, c'est toujours comme ça que j'envisage les choses. Il y a en chacun de nous un corps pensant, un corps sensible, un corps qui, une sensibilité personnelle, et je crois qu'aussi une nourriture. Voilà, je cite une autre philosophe qui s'appelle Corinne Poëluchon, qui parle du paysage comme une nourriture. Voilà, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'une nourriture factuelle, puisque le paysage ici au Pays Basque, on l'a vu quotidiennement dans les mets, dans les goûts qu'ils nous proposent, hein, c'est une nourriture, mais aussi cette nourriture est essentielle dans notre développement personnel, dans notre croissance. Un enfant qui est coupé des stimulations complexes d'un monde, les études qui commencent à émerger sont assez problématiques puisqu'elles montrent un affaiblissement des capacités d'adaptation, une peur, des craintes qui émergent. Voilà. Donc c'est peut-être là-dedans que j'ai envie de... alors je ne veux pas dire réhabiliter l'architecture, parce que bon, l'architecture elle n'a vécu d'autre, hein, quoi. Je crois que, mais dans ce paradigme-là qui est posé aujourd'hui, autour de la visibilité ou la performance, moi je crois qu'il y a une aspiration, aussi une performance ouverte dans un dispositif non refermé, donc une vraie proposition. Je crois qu'il y a quelque chose de fondamentalement modeste dans nos métiers. C'est une forme de... On fait des propositions et vous toutes et tous, vous disposez des projets. Voilà. Et si la proposition est trop fermée, l'expérience montre qu'il y a des résistances qui s'installent et des échecs. Voilà. J'espère que c'est peut-être pas complètement ce que tu voulais pour me répondre. Première... Alors, je vais peut-être prendre la suite. Je pense, alors c'est très immodeste de dire mais je pense qu'effectivement, cette relation entre l'esthétique et la performance et le lien qui peut s'établir entre les deux et un lien positif, c'est-à-dire une réelle conciliation entre les deux, va dépendre vraiment du point de départ, je pense, du projet, de la conception. Et je pense que, alors, en tant que chercheur qui s'intéresse beaucoup justement à ce que Julie a justement appelé l'agrément d'usage, et au-delà de ça, le confort, le bien-être qu'on peut vivre dans un espace, je pense que si on part de ce point-là pour réfléchir, et que le geste n'est pas le démarrage, mais l'aboutissement, à ce moment-là, on peut concilier effectivement agrément d'usage, beauté et performance. Ce que moi je remarque aujourd'hui au quotidien dans les projets sur lesquels je travaille ou que j'analyse en tant que chercheur, je me rends compte que souvent c'est pas le point de départ. Souvent ça va être soit la performance technique et on va partir de la technicité, c'est l'ingénieur qui va quelque part guider le projet. Alors j'ai rien contre les ingénieurs, hein, je suis en plus acousticienne donc j'ai une formation d'ingénieur aussi, donc je les apprécie tout autant que les architectes. Mais donc on va soit partir de ce point de vue-là, de la technique, de la performance, et souvent vers une performance chiffrée, monétarisée carrément, ou alors on va partir du concept architectural et de l'objet, et on va créer un bel objet, et on va avoir du mal à concilier les deux. Alors que je pense que si on part
vraiment de l'usage, du bien-être, du confort et de l'intégration dans une complexité environnementale et sociétale, on peut obtenir des espaces, et je dis espace parce que bâtiment c'est réducteur je trouve, mais des espaces qui vont être à la fois beaux, performants et habités, au sens occupé, approprié, apprécié. Donc je pense que ça vient de là. J'ai un exemple qui m'est venu en tête quand je t'écoutais, Pierre-Yves. J'ai travaillé sur, alors je ne citerai pas l'architecte, voilà, parce que je préfère ne pas le faire, sur un des bâtiments construits récemment à Bordeaux, dans le quartier des Bassins à Flot, où j'ai travaillé avec les habitants par rapport à la réception qu'ils avaient de ce bâtiment et comment ils s'y sentaient. C'est un bâtiment qui a voulu, la conception a souhaité mettre en place vraiment une approche bioclimatique avec un intérêt pour une performance énergétique intéressante et qui n'a pas pour autant voulu oublier l'esthétisme et où on a à l'intérieur un atrium qui peut être qualifié de, alors je vais prendre les mots des habitants, de waouh. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rentre dans cet atrium, qu'on y habite depuis un jour ou depuis un mois, à chaque fois qu'on arrive là, on fait waouh. Quand il y a des invités qui viennent, ils font waouh et on prend l'atrium en photo. Et c'est du logement social, hein, c'est pas du logement haut de gamme. Et voilà. Et pour autant, ils trouvent que c'est waouh. Mais alors, qu'est-ce qu'on y vit mal ? Qu'est-ce qu'on y vit mal ? Qu'est-ce qu'on est serré vis-à-vis des autres, au niveau de la vue, au niveau des odeurs ? Qu'est-ce qu'on a l'impression de ne plus avoir d'intimité, de privacy, on dirait en anglais, parce que je trouve que le terme anglais est plus juste finalement que le mot français. Voilà, donc on a cherché la performance technique, on a cherché le geste architectural. Alors la performance technique, en plus, c'était une expérimentation, donc il y a des points positifs, des points un peu moins réussis, mais on a oublié l'habitant. Et résultat, effectivement, c'est très beau, c'est une innovation technologique, super, mais l'habitant là-dedans et son confort a été un peu laissé de côté. Oui, donc du coup, si on prend la définition globale de performance, on peut dire qu'il n'est pas performant. Certes, il y a l'effet wow, thermiquement, il est peut-être très bien, mais est-il performant? Pas certain, quoi. Ok, une question me vient là par rapport à l'adéquation, on va dire, performance et esthétisme. Alors, il y a des systèmes qui existent qui permettent d'avoir des bâtiments qui consomment peu ou de produire de l'énergie, mais ces systèmes-là, des fois, on veut les cacher. L'exemple typique, c'est le panneau solaire avec sa couleur bleue, voilà, et donc il y a des travaux qui sont menés pour avoir des panneaux solaires qui vont avoir des textures différentes, des couleurs différentes, ou c'est même des projets sur lesquels on travaille au sein de l'ITE pour avoir une palette de couleurs différentes, proposer des choix en termes d'intégration, d'avoir différentes couleurs. Mais souvent, ça se fait aussi au prix d'un certain sacrifice sur la performance. Voilà, on a des rendements qui sont moins bons parce qu'on a voulu mettre une couleur un peu différente que celle qui permettrait d'avoir un rendement optimum. Est-ce que pour vous, c'est conciliable, voilà. Est-ce que la recherche d'esthétisme permet des innovations ou non, selon vous? Est-ce plutôt une contrainte ou une chance? Bon. Moi, j'ai envie toujours de me raccrocher un petit peu à ce que montrait Julie. À un moment, il y a cet exemple qui rejoint complètement une des choses dont je voulais parler à cette table ronde, la cheminée de Frank Lloyd Wright. Moi, je pense que la présence des éléments, des édicules techniques liés à la question thermique, elle est consubstantielle de l'architecture même, qu'elle soit une architecture savante qualifiée d'architecte, avec architecte, ou, pour reprendre un mot célèbre, une architecture without architect, c'est-à-dire une architecture sans architecture. Je vais vous citer l'igloo, je vais vous citer la yourte, la tente, le tipi indien, et puis un peu au fur et à mesure, la chaumière, et tout ça. Il y a peut-être quelque chose de fondamental dans l'architecture, enfin dans la notion d'un clos couvert ou d'un abri avec une dimension énergétique. Voilà. Alors effectivement, ce lien-là, pour moi, il est essentiel. Donc aujourd'hui, il y a un petit peu moins de feu dans l'âtre, encore que c'est en train de revenir avec les nouveaux chauffages
biomasse, bois, etc. Il y a de nouvelles sources que l'on peut capter autour du vent, du soleil, mais la question, elle reste quand même fondamentalement la même. Donc moi, j'avais envie de citer aussi un exemple très grand public, qui sont les toits de la Casa Balto de Gaudi. Pour ceux qui connaissent cette image incroyable, Gaudi fait une très belle maison bourgeoise où chaque pièce est chauffée. Donc au sommet de son bâtiment, il y a une multitude de cheminées. Voilà. Aujourd'hui, on est sur des procédures de classement de cheminées, de grandes cheminées industrielles qu'on a abattues de façon assez systématique parce qu'elle était liée au smog, elle était liée à la pollution de l'air, etc. On est très ambivalent avec ces questions-là. Donc la question, elle est dans quelle profondeur de temps on se situe. Donc moi, la question que j'ai envie de l'inverser, et si ces questions de panneaux voltaïques, de mini-éoliennes, enfin de tous ces dispositifs qui sont émergents, de sortie, de ventilation, de free cooling et tout ça, n'étaient pas aujourd'hui nos nouvelles cheminées. Soit on fait Gaudi, soit on va rejoindre Frank Lloyd Wright, soit on invente encore d'autres choses. Et je crois que là aussi, et ça c'est quelque chose qui est absolument essentiel, c'est que tout ça est objet d'intérêt pour un architecte. Il faut les dessiner, ces éléments-là. Il faut en faire objet de projet. C'est vrai qu'on a eu tendance à venir poser, additionner des choses, soit sur les toits, soit sur des dispositifs. Oui, à les cacher finalement sur le toit. Ouais, ou à cacher sur le toit, ou à le considérer avec le même désintérêt qu'une CTA, centrale de traitement d'air, qui peuple avec une grande élégance tous nos toits, pour les toits terrasses que tout le monde connaît. Voilà, donc aujourd'hui, c'est qu'il faut les considérer comme des sujets d'intérêt, au moins aussi essentiels, comme l'a fait Frank Lloyd Wright, comme un élément presque qui pourrait être central dans une réflexion de conception architecturale. Oui, parce qu'une cheminée, c'est vrai que quand on avait fait ces travaux en amont, c'est vrai qu'on l'oublie, mais une cheminée, c'est ni plus ni moins qu'un système énergétique, quoi. C'est le panneau solaire d'il y a... Voilà, à l'époque, on se chauffait au bois. On peut voir une cheminée comme étant un système énergétique, et qu'aujourd'hui, on aime bien d'ailleurs avoir des maisons, on trouve ça joli, mais voilà, on ne cherche pas forcément à les cacher. Voilà. Donc, même chose, peut-être les panneaux solaires ou autres technologies d'aujourd'hui, peut-être seront adulées et appréciées dans les années à venir. Donc... Mais on va reconditionner, excusez-moi de te couper, enfin de rajouter quelque chose. On a les mêmes débats esthétiques au XIXe siècle sur les cheminées de Paris ou de Londres, qui sont violemment critiqués par les critiques esthétiques de l'époque. Donc ce sujet, alors ce qui aujourd'hui est devenu le charme de nos maisons, parce que ces cheminées, pour certaines, n'ont plus les mêmes fonctions. Donc voilà, je pense que la question, elle est nuancée, elle est complexe. Je crois que c'est un élément essentiel dans nos réflexions. Je voudrais juste ajouter quelque chose sur cette thématique de l'esthétique, notamment sur la question de l'esthétique aussi intérieure des bâtiments, en liant à la performance. Ça m'a fait écho tout à l'heure à ce que disait Julie sur la clarté formelle, en présentant notamment un projet où les réseaux étaient apparents, en tout cas, traverser les différents volumes du bâtiment. Il me semble quand même, quand on voit la plupart des projets collectifs, je vais le dire un peu brutalement aussi, mais on est quand même dans le règne du tout placo. Et le tout placo, derrière, c'est quand même le règne de tout cacher. Et la question qui peut se poser, si on veut mettre ça en corrélation avec la performance, c'est, j'allais dire, la formation des usagers de ces futurs bâtiments, que ce soit dans leur logement, que ce soit sur leur lieu d'activité si c'est pas du logement. Et finalement, pour moi, la capacité à montrer ce que sont les équipements, même intérieurs, des opérations, sont déjà un début de vertu pédagogique pour peu qu'il y ait un accompagnement un peu plus abouti des usagers. Je devance peut-être un des prochains thèmes qu'on devait traiter pendant la table ronde, mais je pense qu'il y a la question de l'esthétique extérieure versus la performance, ou en complémentarité de la performance, mais il y a aussi une question de l'esthétique intérieure. Et on est quand même face au règne du tout placo, donc il faut qu'on se pose des questions par rapport à ça, me semble-t-il. Moi, je voudrais revenir sur la question de la performance, de la contrainte de performance
par rapport à l'architecture. J'ai la chance de travailler avec beaucoup d'architectes quand même à l'école d'archi. Je suis même plutôt minoritaire. Et c'est très intéressant de regarder la façon dont ces collègues réagissent à ce nouveau paradigme en fait, d'approche de la question de l'aménagement de l'espace. Et on a ceux qui ont du mal à remettre en question le processus même de conception et d'intégration de ces contraintes. Donc ils produisent de l'architecture et ensuite on se débrouille. En gros, et il ne faut surtout pas que la performance, que la technicité vienne dévisager l'architecture produite. Et là, c'est contraignant. Et là, c'est compliqué. Et c'est souvent au bureau d'études derrière de faire ce qu'ils peuvent pour glisser les équipements pour que ça ne modifie pas l'architecture. Et puis, il y a ceux qui, au contraire, et je ne parle pas que de performance énergétique, je parle aussi de performance environnementale, de choix de matériaux, de structure, etc., et qui trouvent, eux, au contraire, que ces contraintes sont plutôt enrichissantes. C'est-à-dire qu'elles les obligent à aller au-delà de leur zone de confort en termes de conception, à penser le processus de conception autrement et à approcher les choses de façon différente. Et du coup, ça les amène, selon leurs propres propos, à être plus créatifs, plus innovants. Et l'idée, c'est peut-être pas effectivement forcément de cacher à l'intérieur ou à l'extérieur, parce que souvent, ce qui pose problème dans les bâtiments dits passifs, performants, etc., c'est qu'au final, ça a été conçu, pensé par l'architecte ou par l'ingénieur, rarement avec l'usager, et qu'au final, quand le bâtiment est réalisé et mis en usage, je cherche le mot, mais c'est pas ça celui que je cherchais, mais c'est pas grave, mis en usage, finalement, les performances sont pas là. Et on se demande pourquoi. Et la première réaction, c'est de dire, c'est la faute des usagers. Parce que nous, on a calculé, on a mesuré, on a installé, ça devait être performant. Donc si ça marche pas, c'est les usagers. Et j'ai envie de dire que d'avoir des bâtiments où justement la technologie, ou en tout cas les équipements, mais même s'ils sont simplement une fenêtre qui s'ouvre, c'est un équipement en soi. Je ne parle pas forcément de technologie particulièrement avancée, même pas forcément d'IA, etc. Je pense que de la donnée à voir, c'est comme exactement ce que tu viens de dire, Pierre-Yves, c'est vraiment sensibiliser, informer, expliquer comment va fonctionner le bâtiment et qu'est-ce que c'est que cette espèce de nuage gris pas très précis qu'est l'énergie. Parce que en tant qu'énergéticien, en tant que on sait en général de quoi on parle quand on parle d'énergie, quand on parle aux gens, enfin aux habitants, aux usagers lambda, sans mesure de critique de leurs compétences, l'énergie ça reflète pas grand-chose. Généralement, ça reflète à la limite une facture à la fin du mois. C'est à peu près tout. C'est la réponse, c'est quoi c'est énergie, ça. c'est électricité. Quoi. Exactement. Donc c'est une vision assez limitée qui a besoin d'être enrichie. Et pour l'enrichir, je pense que de donner à voir, c'est un des moyens. Et ça veut dire aussi que l'architecte doit s'approprier ça et l'intégrer, pas au sens de le cacher, mais d'en faire de l'architecture. Là, j'enlève un peu un propos qu'on avait échangé avec Christophe, mais c'est vraiment ça. C'est de faire de ces éléments-là de l'architecture. Moi, j'aimerais rebondir à l'interpellation de Pierre-Yves, qui est notre quotidien, la question des boîtes en placo. Boîte en placo ou boîte en ce que j'appelle un dalle minérale 60-60 de chez Armstrong quand on parle de locaux tertiaires, pour faire aussi simple, c'est à peu près la même logique. Oui, à la fois donc stratégie dissimulatrice, ce qu'on appelle avec un très gentil mot tripaille. Ça parlera nos collègues et ingénieurs, donc toujours très sympa. Toi, tu fais la tripaille et nous on fait voilà, toi tu fais l'intestin et nous on fait le beau visage. C'est absolument. Moi je trouve cette dualité est inacceptable. La tripaille, c'est toute la partie technique. Ouais, la tripaille, c'est les tuyaux, c'est voilà, Et donc je reviens sur l'action de la boîte en placo parce que moi ça résonne avec une des interpellations aussi posées de façon un peu donc conceptuelle par le propos introductif de Julie, la question des situations singulières. Moi, ce qui me passionne aujourd'hui et que je trouve pour moi qui est maintenant 50 ans, qui a été formé dans une école de l'architecture objet, qui va être la génération qui va voir celle qui a une quinzaine d'années de plus que moi, va émerger, la star architecture. Moi, j'appartiens à cette génération-là qui a vu émerger ce mouvement.
ce mouvement de mondialisation, etc. Aujourd'hui, je trouve que le paradigme de nos étudiants est très différent et très intéressant. C'est-à-dire que on est en train de prendre conscience de la nécessité d'une pensée de l'échelle locale, mais pas seulement dans une forme de repli identitaire, mais beaucoup plus sur se dire que chaque condition d'acte de construction ou de rénovation, d'intervention sur l'existant est contextualisée aussi du point de vue climatique, du point de vue de ces savoir-faire vernaculaires, de ces filières constructives. Ça a été rappelé par nos élus. Hein, les savoir-faire du Pays Basque ne sont pas les mêmes que ceux du Limousin, ils ne sont pas les mêmes que ceux des Landes ou ailleurs. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et cette boîte en placo, qu'est-ce qu'elle dit du monde? Elle dit que les espaces sont des produits, sont des objets de consommation, qui sont comme les tablettes qu'ont les enfants, hein, qu'on leur donne avec Velleda. Vous savez qu'on efface, chaque nouvel habitant efface la tablette et réécrit sa déco. C'est ça le propos. Donc, qu'en est-il de ce lien, de cette singularité du lien, que chaque usager, habitant, personnel qui rentre dans un bureau, etc., a-t-il comme capacité de ne pas simplement avoir une surface, mais une volumétrie ou un espace. Voilà. Passer de la surface à l'espace, passer du lisse au rugueux, passer du visuel au sensible. Voilà. Et moi, je pense que c'est vrai que ça, c'est un enjeu absolument majeur. Et c'est là que la question, finalement, qu'est-ce qu'on invisibilise aussi quand on utilise ce paradigme d'invisibiliser la rétripaille, de cacher les réseaux, de dissimuler dans un artifice l'ensemble des dispositifs thermiques, c'est qu'on invisibilise la singularité de chacune des situations. On fait le même bâtiment ici en Glette qu'on va le faire à Lille, qu'on le fera à Strasbourg, et même quand c'est européen, à Stuttgart, voire à Stockholm. Enfin, on est parfois dans des trucs absolument dingues. Et aujourd'hui, on sent bien aussi une forme de menace, puisque l'urgence faisant, on ressort ce qui a été montré tout à l'heure, les blocs, la tentation du sériel, de la préfab, de l'isolation. J'ai participé à un colloque il y a 3 semaines des ENSA à Rouen. Une grande maître d'ouvrage, enfin pas grand en termes de volume, Habitat 93, donc vous imaginez, Habitat Social 93, le nombre de logements qu'elle a géré, elle est confrontée à une massification de la commande, et la question performantielle, c'est un ratio coût-performance, non pas d'habitabilité, mais de déploiement. Voilà. C'est le déploiement qui devient le logiciel. Donc on va, après la standardisation des modèles modernes, on va avoir la standardisation de l'ART, enfin l'adaptation thermique. Moi, je pense que c'est ça qui est aussi intéressant dans le débat, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, cette invisibilisation, elle est très profonde, parce que oui, les dispositifs qu'on va choisir ici en Glette ne sont pas les mêmes que ceux qu'on va choisir, et à la rigueur ne sont pas les mêmes si on est au cœur d'Anglette que si on est sur Arkinova ou sur le littoral. Hein. Et c'est assez évident pour tous ceux qui sont d'ici de comprendre que celui qui est un peu plus à l'intérieur, il repeint quand même 2 fois moins ses volets que celui qui est en premier front sur le littoral. On le sait, ça, en fait, cette salinité de l'air, il y a des mouvements, on a plus ou moins chaud. Enfin, voilà. Et moi, je trouve ça très intéressant que ces données-là, au lieu de résister contre elles, elles deviennent notre matériau à faire. Et ça me passionne. Enfin, sincèrement, ça me passionne parce que du coup, ce lien avec le côté vernaculaire, enfin, on se plaît souvent à dire, il y a dans un area landais, la maison landaise, c'est un archétype du développement durable. Pour ceux qui, je pense de ça, parce que nous l'avons étudié avec nos étudiants. Elle commence toute petite et au fur et à mesure, les gens rajoutaient des morceaux à leur maison landaise. Et puis à un moment, ils la démontaient pour la remonter un peu plus loin, parce qu'elle était en ossature bois. Et elle était systématiquement réparée. Il y a des chercheurs qui ont regardé une vieille maison landaise, il y avait des bois du XVIIe siècle qui coexistaient avec des rajouts du début XXe. Les gens refaisaient leur maison systématiquement autour de ça. Alors on pourrait probablement dire la même chose avec les Tchés. Les Tchés basques, moi je la connais moins, donc je ne vais pas m'aventurer là-dedans, mais voilà. Par contre, effectivement, le paradigme dans lequel vit
landais dans son aérial totalement différent. Donc, ne soyons pas non plus sur une espèce de décalque, de copier-coller, de transposition, mais au demeurant, il y a dans les conditions de vie d'un landais une certaine continuité historique qui peuvent nous inspirer aujourd'hui voilà, pour sortir du fameux placo, quoi. Voilà. Juste une, maintenant on a parlé du placo, là, maintenant si on parlait des cubes, c'est que les cubes, on aime bien ça, les cubes, en disant voilà, un peu la caricature avec la réglementation, voilà, on va faire des bâtiments compacts, donc est-ce qu'on va être amené à faire que des bâtiments cubes qui vont se succéder? Donc il y a aussi la question de l'échelle, est-ce que si chacun vient faire son petit projet de maison, et puis chacun a son petit cube, puis un tel va mettre des petites variantes, un qui sera habillé en bois, un qui sera habillé avec autre chose. Bon, on a une succession de bâtiments qui seront peut-être performants au sens énergétique, mais voilà, après il y a la question de l'intégration dans le paysage urbain. Donc voilà, est-ce que la question de l'échelle n'est pas très très importante aussi de ce point de vue-là, quoi. La performance au sens aussi intégration paysagère, est-ce important ou au contraire, est-ce qu'il faut ne pas s'en soucier? Alors, je vais esquisser un début de réponse. Sur la notion des cubes, de l'expérience que je vois actuellement à Anglet, notamment sur les projets individuels de particuliers, sans avoir fait de statistiques formelles, hein, mais je pense qu'on serait à peu près en ce moment à un projet sur deux qui serait déposé, qui serait alors peut-être pas un cube, mais une maison toiture terrasse, pour le résumer comme ça. Moi, je ne vais pas juger si c'est bien une maison toiture terrasse, si c'est bien toiture à 4 pans, à 2 pans. J'allais dire, à ce stade, peu importe. Ce qu'on observe surtout dans le comportement des particuliers qui viennent nous voir, c'est plutôt un comportement, un raisonnement axé uniquement sur l'objet, leur objet, la façon dont leur objet se différencie de l'environnement dans lequel il va s'implanter. Et finalement, la question qui se pose à nous par rapport à ça, c'est comment on fabrique de l'intégration urbaine, comment on fabrique du raisonnement global au quartier, à l'îlot, à l'échelle, en tout cas une autre échelle que celle de l'objet pour lequel ils viennent nous voir. C'est un vrai défi, puisque finalement on fait face aussi à une évolution un peu des mœurs et de la société, hein, qui est un peu centrée sur elle-même, hein, pour certains d'entre eux. Je ne veux pas généraliser, mais on a quand même un certain nombre de personnes qui viennent nous voir dans ce sens-là. C'est un vrai défi pour l'intégration dans un environnement, un tissu urbain déjà constitué. Et on a un message, si je devais essayer de le synthétiser, un peu pédagogique, puisque on est toujours pris entre orienter les choses à la fois par la règle, par le projet aussi, mais par la pédagogie, qui serait de dire votre projet, votre maison, si je reviens à l'idée de la maison, elle fabrique aussi du paysage, elle fabrique de l'environnement urbain, elle fabrique de la ville. Et comment on arrive à articuler l'objet en lui-même avec la fabrique de l'environnement urbain et la ville. Alors voilà, il y a des endroits dans Anglet, par exemple, où là, on a pris comme parti de refuser des objets, des volumes, parce que l'insertion dans l'environnement urbain existant nous semble disproportionnée, en tout cas, là-dessus. Alors c'est un parti pris, hein, c'est un vrai parti pris, ça peut se contester allègrement, la ville a besoin d'évoluer, elle a besoin d'évoluer aussi par rapport à ses formes urbaines, aux aspirations, aux attentes des habitants, mais bon, l'urbanisme est aussi une affaire de parti pris. Mais dans ce cas-là, est-ce que le souci ne vient pas justement d'une inégalité de compétences et surtout de connaissances de la part de l'habitant? C'est exactement, disons, on n'arrête pas de te citer, Julien, ce matin. Tu parlais tout à l'heure d'éthique individuelle et de bien commun. C'est bien là le souci. C'est qu'on a tendance à penser que les individus, les habitants, vont avoir ce besoin de se référencer au bien commun. Pas du tout, en fait. Et on le voit quand on procède à des démarches participatives, de concertation. Justement, tout l'enjeu, il est là. Il est de faire passer les habitants, les usagers, peu importe. Moi, j'utilise souvent le mot habitant, même quand ce n'est pas de l'habitat, parce que je pense qu'ils habitent l'espace. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, souvent, l'habitant, donc je disais, le défi, c'est justement de les faire basculer de cet intérêt personnel, individuel, de leurs envies, de leurs
voilà, vers un bien commun. Et pour pouvoir arriver vers ce bien commun, il faut construire une base de connaissances communes. Et je pense que souvent, le problème des concertations, c'est souvent ça. On ne prend pas ce temps-là, d'évacuer, de laisser s'exprimer ses envies individuelles, parce que si elles ne s'expriment pas, eh bien, elles vont polluer l'ensemble du processus. Donc laisser s'exprimer ça, et ensuite apporter la connaissance pour qu'on ait une base commune pour pouvoir échanger. Et ça se fait autour des concertations, mais peut-être ça doit se faire aussi plus généralement au quotidien, apprendre à l'habitant ce qu'est la ville, ce qu'est le quartier, comment on peut atteindre effectivement de la performance, et comment on peut évoluer vers ce bien commun, avoir une réflexion qui ne soit pas purement, j'allais dire, égocentrée, mais bien ouverte à la société et à la société dans laquelle on est en tant qu'individu. Je vais prendre rapidement un exemple. On a travaillé dans le cadre d'un projet de recherche sur, justement, sur des quartiers, alors là, postmodernes, donc on est en plein vraiment dans l'architecture, avec toit terrasse, architecture blanche, etc. Mais sur l'évolution de ces quartiers, de comment ces quartiers vont faire face aux injonctions de devenir des villes, d'appartenir à la ville durable du 21e siècle, on y est, voire même peut-être du 22e maintenant, presque. Et justement, c'est poser cette question de la performance, notamment énergétique, parce que la performance d'usage, elle est là. Vraiment, on sent qu'il y a un bien-être, un confort dans ces architectures qui est réel. Il y a des aménités à la fois à l'intérieur mais à l'extérieur, au niveau du quartier, de la végétalisation, des accès facilités à la ville par les transports. Enfin voilà, il y a beaucoup de confort. Pour autant, on est aussi parti avec une idée très très forgée que ce sont des passoires énergétiques. Il s'est révélé que finalement, pas tant que ça, parce que justement, il y a une certaine compacité, une certaine densité qui fait que on n'est jamais mieux isolé que par son voisin. C'est peut-être un principe de bête, mais ça marche. Oui, typiquement, les bâtiments haussmanniens à Paris, on peut dire qu'ils peuvent être performants en termes de compacité, c'est pas si mal. Quoi. Voilà, ils n'ont que deux façades, finalement, qui sont confrontées aux échanges thermiques. Et en fait, on s'est dit, mais pour être encore plus performant, il faudrait peut-être travailler effectivement sur l'isolation. Bon, en façade, à l'intérieur, extérieur, il y a quand même ces problèmes d'esthétique là qui reviennent. Mais surtout, réfléchir à l'échelle non pas de la maison individuelle ou du petit collectif, mais de l'ensemble du quartier sur des productions, par exemple, d'énergie qui soient plus propre, plus renouvelable. Et donc, on change d'échelle. On passe de l'échelle individuelle à trouver un consensus collectif sur comment on fait pour produire de l'énergie à l'échelle du quartier. Et alors là, on nous a dit, c'est dommage que Franck ne soit pas là, on nous a dit, surtout pas des panneaux photovoltaïques, parce que il y a la 5e façade, donc la toiture, et il faut surtout pas que les habitants des petits collectifs, donc, qui ont vu sur les toits terrasses des maisons individuelles, aient vu sur ces panneaux. Alors que nos étudiants qui ont travaillé sur ce projet se sont dit pourquoi ne pas mettre des panneaux photovoltaïques. Alors certes, ils seront moins performants parce qu'on n'aura pas l'angle exact pour un rendement absolu. On va les mettre en recul pour pas les voir de la rue, mais c'est pas suffisant. Donc il y a aussi ces fantasmes-là d'esthétique de 5e façade qui parfois freinent des réflexions qui finalement étaient relativement abouti puisqu'on allait vers du consensus collectif. Donc voilà. Donc là oui, il y a un conflit entre esthétique et finalement bien commun identifié, consensus commun identifié. Par rapport à cette question, oui, je trouve que faut se rappeler que pendant des siècles, les bois étaient des communs parce que tout le monde avait potentiellement le risque d'avoir froid. Donc la question de l'énergie, là aussi, des ressources d'énergie est une question très ancienne par rapport à ça. Moi j'aimerais bien, je cite souvent un petit fascicule qui est publié par le CAU de la Corrèze, Conseil d'architecture et d'urbanisme de la Corrèze. Il y a marqué sur la petite plaquette à destination des futurs pétitionnaires de permis de construire, « Ma maison appartient au paysage ». C'est une façon peut-être de réaffirmer cette esthétique de la relation, cette idée que je suis coproducteur de la beauté ou de la laideur du monde. Enfin, je ne sais pas. Donc, moi, j'interpelle toujours la question. On est inscrit quand même dans de profonds mouvements sociaux
qui ont façonné ce qu'on appelle aujourd'hui l'individualisme, mais sur lequel qui est une conquête aussi, donc sur laquelle il faut pouvoir prendre un recul critique là-dessus. Donc là, on ne va pas se cacher les choses. On n'est pas là tous très impliqués, volontaires, élus, étudiants, acteurs techniques, chercheurs, entreprises et tout. On ne va pas sauver nous seuls le monde, quoi. On est tous pédagogues et du coup la qualité de ce que nous dessinons, de ce que nous produisons font force de pédagogie. On est pédagogue pour essayer d'être des éléments d'entraînement vers, il ne faut pas se cacher, une certaine reconsidération de notre être au monde. Enfin, c'est quand même pas possible. Il y a quelque chose qui ne sera pas conciliable. On ne peut pas continuer à collectionner des cubes blancs voilà, pour, entre guillemets, grignoter, enfin, découper Anglette en confetti, quoi. Il faut faire ça, chacun son petit Anglette à soi, quoi. Enfin, là, ça c'est quelque chose, mais dont on a pu comprendre, et je ne dresserai jamais le procès à mes propres parents. Enfin, ils ne sont pas anglois, mais ils ne sont pas loin. Ils ont acheté, comme beaucoup de gens, leur petit pavillon avec le petit bout de terrain qu'on venait à payer, parce que c'était la doxa. Enfin, voilà, c'était ça, ce qui était une qualité de vie assez souhaitable, désirable, tout à l'heure on disait. Donc voilà, la question de ça, c'est... et du coup, souvent, on est convoqué, urbaniste, dans la maîtrise d'ouvrage ou dans la conception, en réparateur, quoi, presque en dissimulateur, en essayant de faire un peu sauver ce qui peut l'être encore, mais on ne peut pas... chacun a sa responsabilité, je crois que c'est quelque chose comme ça. Alors pour aller encore aussi sur la question du cube, c'est une vraie question. Une question qu'on voit, qu'on aborde effectivement dans la conception, dans les recherches avec les étudiants. Il s'avère que là aussi, il y a quelque chose de fondamental qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a normalisé nos usages. C'est-à-dire qu'en fait, on a décrété que nous avions tous les mêmes besoins, les mêmes usages, et à la même température, avec le même niveau de renouvellement d'air, de la porte d'entrée jusqu'au fond de la chambre. Voilà. Ce que nous apprennent les architectures vernaculaires, d'ici et d'ailleurs, c'est des moments de vie à l'extérieur, à l'intérieur, le foyer qui est plutôt centré, des pièces plus ou moins froides, enfin tout ça, la maison et plus largement les lieux que nous habitons ne sont pas, enfin n'ont jamais été à 19 degrés tout le temps. Voilà. Voilà, moi j'ai quelqu'un de ma famille qui était un banquier international. Il me disait, il vivait à 19 degrés toute la journée, qu'il soit au Cap, à Prague, à Tokyo. Il me disait qu'il vivait dans un avion à 19 degrés, à l'aéroport à 19 degrés, il finissait dans des bureaux à 19 degrés. Il n'avait même pas vu qu'il avait changé soit d'hémisphère, de saison et de température. Voilà, c'est ça aussi l'aspiraton d'un monde mondialisé de flux dans lequel les conditions d'existence ne permettent pas au corps de se réadapter. Voilà. Donc ce qui peut être intéressant par rapport au cube est de se repérer et du coup de prendre conscience du temps et de son rapport à la saisonnalité et à sa fragilité aussi. Je crois qu'il y a quelque chose dans le cube blanc de rassurant. On achète une protection, une capsule dans laquelle on vient s'inscrire et se réfugier. Et ça, je pense que plus on sera anxiogène aussi dans nos discours, plus on aura des petits cubes blancs de plus en plus protecteurs et designés. Donc, par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a évidemment la nécessité d'une rationalité par rapport aux espaces les plus contrôlés du point de vue thermique. Mais on attend, et dans l'histoire de l'architecture, des architectes et des non-architectes, ce qu'on appelle d'un mot un peu vilain, mais qui est le tampon, l'espace tampon, la serre, l'emban pour les landais, le toit, enfin, il y a, c'est-à-dire cet espace abrité, mais pas vraiment chauffé, mais en contact avec le mur qui rend la chaleur le soir, enfin, toute cette subtilité, cette nuance, cette gradation de la relation à la notion de confort, est là aussi quelque chose qu'on doit se questionner de façon beaucoup plus profonde. Et c'est là qu'elle intéresse. Et du coup, plus on invisibilise, plus on encapsule ça, moins on prend conscience de notre capacité d'interaction
avec ce qui doit rester une enveloppe et un outil pour exister. Nous avons des architectes dans les années critiques des années 70-80 parlaient de se rendre prisonnier volontaire de l'architecture ou de captif en fait de la technique et d'une de ces traductions qu'est le bâtiment. Voilà. Moi, je pense que là, il y a quelque chose, une vraie ressource qui peut être assez intéressante et qui là aussi est hyper contextuelle, elle est hyper liée à des situations locales au sens géographique et voire dans les modes de vie. On a aussi voulu lisser les modes de vie des latins, les faire manger à la même heure parce qu'il fallait qu'ils bossent à la même heure. Donc le midi à Stockholm n'a rien à voir que le midi à Séville, et pourtant on essayait. Et on voit aussi ce qui est toujours très intéressant, combien nous sommes très résistants à ça, parce que c'est évident qu'on n'arrive pas à se plier à ces standards. Oui, c'est certain. Mais après, pour revenir sur les questions de température, le fameux continuum de température, où qu'on soit, on cherche à avoir 19 degrés tout le temps, mais après, il y a aussi quand on est en phase de conception, on a aussi besoin de fixer des choses. Pour mettre des indicateurs de performance, il faut le figer, l'occupant, et lui dire, mettre des scénarios de température de consigne. Donc, quand bien même, effectivement, culturellement, un Landais n'est pas pareil qu'un Basque ou ce qu'on veut, à un moment, il y a des choses qui doivent être figées, qui sont inhérentes au process de conception, qui sont inhérentes aux réglementations thermiques, aux outils de simulation. Donc, effectivement, l'humain est complexe et c'est très compliqué de le simuler. Mais à un moment, il y a quand même des choses à fixer, des hypothèses à prendre pour voir si oui ou non on n'est pas bon sur certains indicateurs de performance plutôt énergétiques pour le coup. Là, pour moi, c'est absolument pas antinomique. Je pense qu'il faut graduer notre volonté de maîtrise et de contrôle et de prospective. Je pense qu'il faut évidemment consolider un certain nombre de choses qu'on doit bien maîtriser. Voilà. Mais c'est dans l'épaisseur de ces bâtiments. Et c'est souvent dans cette épaisseur qu'on peut récupérer une forme urbaine, une situation paysagère, une topographie. Moi, c'est à ça que j'interpelle. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une cellule très contrôlée dans laquelle on a besoin, mais ce qui peut être vraiment, et aujourd'hui beaucoup de recherches vont vers ça, vers des apports, de profiter, de déployer différents types d'espaces, de la boîte thermique, la boîte, le terme est un peu péjoratif, mais de l'espace très contrôlé, documenté, avec des bonnes suites de performance, qui va aller jusqu'à la rue, quoi. C'est cette frontalité, ce passer du blanc au noir, c'est cette épaisseur, cette complexité qu'on peut entretenir entre le cube et le monde qui doit, lui, pouvoir être questionné et déployé. Je ne remets pas du tout en cause, quand je dis ça, la nécessité d'une richesse, de la qualité performantielle. C'est plutôt sa volonté d'hégémonie, quoi, en voulant tout rendre performantiel. Voilà, avec dictature dont évoqué au début. Ouais, moi je ne plus pas ces mots-là, mais... Oui, et puis je ne suis pas sûre que, effectivement, d'un point de vue ingénierial, on a besoin de caler un peu les choses pour pouvoir identifier la performance. Mais comme tu le disais, l'homme est complexe. Et d'autant plus, ça sera d'autant plus d'obtenir un bâtiment performant qu'on va lui retirer toute impression de contrôle. Alors en psychologie environnementale, on parle de contrôle perçu et de gestion de la situation en fonction de ce niveau de contrôle perçu. C'est-à-dire avoir un bon niveau de contrôle perçu, ça ne veut pas dire agir sur la situation, mais savoir qu'on est en situation de pouvoir le faire. Savoir que je vais pouvoir ouvrir la fenêtre, savoir que je vais pouvoir réguler la température sur mon thermostat d'intérieur, savoir que je ne vais pas forcément le faire, mais je sais que je peux le faire. Du coup, le fait que je sais que je peux agir, je peux être en mesure d'accepter des consignes, notamment de température, qui sont peut-être pas tout à fait celles que moi j'aurais mis d'instinct. Peut-être que j'aurais réglé mon thermostat à 21,
mais que la consigne de départ, elle est de 20 ou 19. Bon, 19 encore, entre nous soit dit. Je ne sais pas si certains d'entre vous arrivent à travailler 8 heures assises à un bureau ou à rester à lire un bouquin pendant 8 heures, même 4 heures à 19 degrés. Je pense que très vite, vous allez voir que vous n'avez pas si chaud que ça. Mais effectivement, 1 degré, c'est X% de consommation d'énergie en plus. Donc bon, quel est le, oui, je crois que c'est 7, ouais. Et du coup, quel est le bon compromis? C'est ça aussi, quel est le bon compromis? Mais rien que le fait de savoir que je vais pouvoir agir, ben, je vais peut-être accepter que ma température elle soit à 19 ou 20 et pas à 21 ou 22. Donc ça veut dire que oui, il faut des normes, il faut des réglementations, il faut une base pour pouvoir identifier les performances, mais il faut se laisser une marge aussi d'action et surtout une marge d'action à l'usager pour qu'il ne contre-performe pas par rapport à ce qui a été prévu pour le bâtiment. Ça, c'est super important, en fait, je pense. Et encore une fois, la consigne à 20 et pas à 21, ben, ça s'explique. Ça s'éduque. Il ne s'agit pas de prendre les gens pour des andouilles, hein, c'est pas ça. Mais effectivement... Et puis encore une fois, les injonctions d'économie énergétique, moi, elles me font doucement rigoler. Et en sociologie de l'énergie, on rigole beaucoup de ça, sur ce fantasme que l'usager va apporter beaucoup d'économies. L'usager, quand il est dans son petit chez lui, hein, et la plupart des habitants, et notamment, je pense, au logement social, la première urgence pour eux, c'est de remplir le frigo et donc de faire des économies financières. Et ça passe par le fait d'éteindre la lumière, de ne pas laisser un certain nombre de machines en fonctionnement, etc. Donc, je ne sais pas où il est le puits d'économie dans l'usage lui-même, parce que les gens, déjà, ils font hyper attention globalement. J'ai envie de dire que l'économie, elle serait peut-être plus dans les entreprises, elle serait peut-être plus dans les lieux publics, où là, effectivement, il n'y a pas cette notion de... Nous-mêmes, hein, au travail, alors, je ne vais pas me prendre comme exemple parce que moi je suis dictatoriale par rapport à ça et quand je vais au labo, j'éteins toutes les lumières au fur et à mesure quand je vois des lumières allumées, mais souvent dans son lieu de travail, on oublie la lumière, c'est pas grave, on le voit pas dans notre porte-monnaie à la fin du mois. Donc c'est là où l'éducation se fait aussi. C'est pas tellement pour son chez-soi, mais c'est plus aussi sur les autres lieux de vie au quotidien. Donc je pense que les économies d'énergie, elles sont liées aussi à de l'éducation. Et que la norme, il faut qu'elle ait une certaine souplesse, je pense, pour laisser justement la part à l'humain. Sinon, on n'atteindra jamais la performance. C'est pas possible. Je crois qu'à travers ce qu'on se dit là, il faut qu'on arrive à réfléchir et faire en sorte qu'on ne raisonne pas en tant qu'occupant, mais comment on passe de l'occupant au futur usager du bâtiment. Mais je vais paraphraser ce que tu viens de dire quelque part. Pour passer à ce statut d'usager du bâtiment, il faut accompagner l'usager, il faut le former, il faut pour ça lui faire comprendre en quoi le bâtiment est performant et comment il peut s'y retrouver, alors dans les réglages dont tu parlais, mais comment il peut lui-même s'y retrouver dans cette notion de performance et comment il peut l'accompagner dans son quotidien à l'atteinte de cette performance. Mais ça, c'est pas inné pour tout le monde. Ça s'accompagne, c'est une pédagogie du locataire s'il est locataire dans un logement locatif social par exemple, c'est une pédagogie permanente en entreprise puisqu'on est un peu moins responsabilisé en tant qu'individu que dans notre propre logement. Et finalement, c'est sans doute un axe de progrès qu'on doit avoir en tête. C'est-à-dire que la conception du bâtiment, sa performance, sa livraison, mais aussi sa vie après. Et l'évaluation aussi de sa performance et comment les usagers peuvent s'y comporter à l'intérieur. Et encore une fois, comment on les accompagne pour ça. Ne pas les laisser seuls face à la performance. Et c'est en ça que moi, je pense que la notion d'invisibilité de performance est quelque part pas compatible. Il faut rendre visible la performance, notamment pour former, non pas un occupant, mais un usager du bâtiment. Et là-dessus, encore une fois, on a, nous tous, hein, ingénieurs, architectes, ingénieurs en collectivité ou autres, un paquet de boulot encore à faire, je pense. Le travail est devant nous sur ce sujet-là. Il y a aussi un dernier thème là, qui est connexe à ça, qui me vient à l'esprit. Je pense que quand on a un bâtiment performant, il ne faut pas qu'on tende aussi à une forme d'objectif de banalité du bâtiment. Il faut aussi afficher le pourquoi il est performant. Pour quel objectif aussi on l'a rendu performant? Encore une fois, si on parle de logement, on parle d'économie de charge, on parle de gestion durable dans le temps, on parle de coût global si on doit parler équilibre financier des opérations aussi. Et ça aussi, c'est une vertu pédagogique qu'on doit avoir en tête. Oui, ça c'est des process qui en soi sont invisibles. On parlait le terme anglais qui va bien, je crois que c'est social engineering. Ça fait toujours bien de dire un mot anglais. Là, mais ouais, donc c'est ces idées-là qu'il y a tout un tas de process, de formation, de pédagogie
qui contribuent à la performance, mais qui échappent un peu au process de conception, quoi. Et une remarque aussi là, très, très importante, c'est vrai que peut-être on a l'impression qu'on parle beaucoup aussi de bâtiments neufs, où là c'est peut-être plus facile d'intégrer des systèmes, on a plus de degrés de liberté. Par contre, il y a un sujet qui est très compliqué à traiter, c'est les centres-villes, notamment les centres-villes qui sont aussi classés, sur lesquels il y a des contraintes de bâtiments, de bâtiments historiques, sur lesquels on est en termes de latitude ou de possibilités de technologie ou d'action possible, c'est très restreint. Et donc là, il y a un vrai sujet sur comment on fait à l'échelle des grandes villes qui sont bien souvent des bâtiments historiques, qui sont souvent des passoires thermiques. Comment on fait pour les réhabiliter, mais aussi dans le respect des règles architecturales, et pour éviter le cas où finalement il n'y a que les gens pour qui la facture d'énergie n'est pas un sujet qui seront capables de continuer à habiter ces centres-villes-là. Donc voilà, comment on fait pour traiter ces lieux, ces centres-villes classés. Alors, ça renvoie à ce qui a été dit aussi en introduction. C'est la question du temps dans les processus de conception et d'intervention, en particulier sur l'existant. Il y a effectivement une urgence affichée, donc des velléités à vouloir entrer dans des processus hyper violents, en particulier sur les tissus les plus fragiles, les plus chargés de symbolique, qui sont les tissus historiques anciens et d'autres situations. C'est un des éléments qui permettrait de commencer à bien répondre, c'est d'être en mesure de bien poser la question. C'est-à-dire que là, c'est un appel à la question de compétences de diagnostic. Voilà. C'est un petit peu aussi quelque chose qui est absolument nécessaire. C'est quel diagnostic réellement pertinent doit-on poser sur l'existant ? Ce qu'on appelle des diagnostics ressources quand il s'agit de faire des démolitions partielles, des diagnostics de volume, de global, parce que c'est vrai qu'on a parfois, et c'est assez paradoxal, on travaille sur un bâtiment comme si on réparait une seule touche, qu'on n'accordait qu'une seule touche d'un piano, alors qu'on est sur un système, c'est l'ensemble du piano, ce que disait Aline tout à l'heure, donc on a beaucoup de mal à appréhender les formes constituées dans les tissus existants comme des ensembles et non pas comme une somme d'unités. Donc là aussi, il y a des questions autour des réseaux de chaleur, des coproductions énergétiques, identifier en quelle mesure vous avez un bâtiment magnifiquement performant et 2 passoires à droite et à gauche, c'est un aspirateur. Enfin, je viens de faire un magnifique chèque pour rénover mon bâtiment et le gain sur la facture n'est pas aussi espéré que ce qu'aurait éventuellement envisagé le calcul à l'échelle de mon unité. Donc moi, c'est pas la spécialité, hein, mais je l'envisage aussi. Alors plutôt dans mon champ d'expertise, qui est la question de l'urbain et du paysage et de l'espace public. On a besoin de se poser et qu'on nous donne le temps de bien poser des diagnostics et des diagnostics pluridisciplinaires, interdisciplinaires, et qui deviennent interdisciplinaires. Et c'est un peu finalement la polémique autour des photovoltaïques sur le secteur sauvegardé ou les secteurs protégés de Bayonne, Bordeaux, Toulouse et autres secteurs où voilà, c'est pas la vraie question. La vraie question, c'est quelle est la vraie question que l'on pose. On s'aperçoit d'ailleurs qu'elle est principalement sur les toits, qu'elle est aussi sur la question des sols, hein, et la question des communs. Enfin, là, pour le coup, d'une approche un petit peu plus à l'îlot, à la logique globale. Et ça, on est très démunis parce qu'on doit, là aussi, on retrouve finalement l'autre côté de la pièce du petit cube que tu rencontres, Pierre-Yves, où chacun
Alors là, sur ou une parcelle vide ou un détachement lot qui se projette. Inversement, du point de vue donc des acteurs du territoire, enfin, dans la maîtrise d'ouvrage public, enfin, ou dans les collectivités, là, comment on fabrique, comment on engage cet immense effort de rénovation thermique avec assez peu d'outils, en réalité, de diagnostic qui nous permettrait d'avoir le bon gradient d'action sur ce type de secteur. Donc la question du photovoltaïque est presque une anecdote par rapport à la question fondamentale que pose ce type de tissu urbain, qui, rappelons-le, c'est 90% de nos enjeux, hein, je crois. Hein. On parle d'à peu près 98% des territoires sont des territoires constitués. À toute échelle, on va se poser l'énorme question des gens qui ont acheté des pavillons dans les années 80 avec du polystyrène, des plaques au creux, enfin, les gens vont se retrouver devant l'ensemble de toutes ces questions. Va-t-on aussi faire là aussi des mini-réponses, ou est-ce qu'il y a des choses qui peuvent s'inventer? Voilà, ça questionne aussi des start-up, des capacités d'outils de diagnostic qui sont à inventer, existent partiellement, mais inventés. En complément de ce que vient de dire Christophe, je dirais qu'effectivement, c'est mettre en place des regards croisés qui aujourd'hui n'existent pas. C'est-à-dire qu'on a finalement l'approche très énergétique, on a l'approche de l'architecte qui lui veut surtout pas qu'on touche à la façade, et puis on a aussi la problématique de la multipropriété, c'est-à-dire qu'on n'a pas un propriétaire en face de nous, on en a autant que de bâtiments, voire des fois autant que d'étages. Et comment on met tout ce petit monde d'accord sur ce qu'on préserve pas, ce qu'on est en capacité d'accepter ou pas, ce que les normes, réglementations liées à la protection permettent ou pas. Donc voilà, c'est une vraie question. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure avec ce quartier postmoderne. Certes, on n'est pas sur le tissu ancien bordelais, mais on est quand même sur une zone, une architecture dite remarquable. Et alors, même s'ils n'ont pas encore forcément le label ACR, mais sur laquelle, du coup, quel compromis on trouve entre préservation de la production architecturale, performance, acceptation des propriétaires, des usagers, retour sur investissement, etc. Donc c'est très 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 compliqué. Il y a pas je pense qu'on n'a pas la réponse aujourd'hui. Hein. Je pense qu'on cherche comment arriver à ces objectifs-là. Je confirme qu'on n'a pas la réponse, en tout cas collectivité, sinon ça se saurait. Je confirme ce que vous avez dit tous les deux aussi, diagnostic pluridisciplinaire d'un côté, dialoguer entre acteurs. On le voit aussi de notre côté collectivité, on a des raisonnements qui fonctionnent en silo. Hein. Alors, en Anglet, on n'est pas concerné par un secteur patrimonial remarquable, mais quand on arrivera à avoir un diag pluridisciplinaire, à mettre autour de la table l'ensemble des composantes métiers d'un côté, collectivité de l'autre, architecte des bâtiments de France, déjà pour poser le diagnostic, les enjeux associés, et derrière éventuellement les solutions techniques, c'est ce qui seront, photovoltaïque ou pas, je ne sais pas, on aura déjà progressé. On n'en est pas encore là, à quelques exceptions près, on va dire, en France. Oui, peut-être une manière aussi d'invisibiliser sur l'échelle des centres-villes historiques. On pourrait dire, finalement, on ne touche pas au bâtiment. On va décentraliser la production, donc on va mettre des centrales solaires en périphérie des villes, on va mettre la chaufferie en péri des villes, hop, on amène tout ça au centre-ville, et puis finalement, pour ceux qui habitent dans les centres-villes, tout ça est invisible, la partie production, on ne voit pas, hein, l'énergie arrive, on ne sait même pas trop comment, et puis voilà, on cacher cette chaufferie que vous ne saurez voir, alors que justement la question qui était mis en œuvre là, dans cette thématique, c'est de dire ces objets de production d'énergie, faisons-en des objets architecturaux, faisons en sorte qu'ils soient designés, qu'ils soient beaux. Et peut-être, c'est peut-être une des conclusions de cette table ronde, c'est peut-être l'innovation sur cette question-là, c'est ne cachons plus, n'invisibilisons plus, mais faisons-en des éléments d'architecture à part entière, quoi. Je crois que le temps d'échange est plus ou moins bouclé sur nos 50 et quelques minutes. Il y a un temps de questions et d'échanges avec la salle qui est prévu.
Bonjour, ça fonctionne? Donc Anne Klepper, je suis designer industriel spécialisée en économie circulaire. Moi, je voulais poser la question, on a beaucoup parlé de performance d'usage, je voulais parler aussi de la question de la réduction des impacts environnementaux liés à la fabrication des bâtiments, et savoir si vous aviez une réflexion dans le territoire sur la circularité, le réemploi des matériaux, et qu'est-ce que ça pose en termes d'esthétisme de nouveau, si on est sur le thème de la journée, de réemployer des matériaux et de ne pas fabriquer uniquement avec du neuf. Alors, je vais esquisser un début de réponse sur le réemploi des matériaux. Au niveau local, on a plusieurs acteurs, notamment 2 associations qui travaillent à mettre en réseau l'ensemble des acteurs pour le réemploi des matériaux. Ça se pratique déjà notamment sur des bâtiments indus, on va dire plutôt. Nous, à Anglette, on va essayer de développer la solution sur l'appel à projet qu'on a lancé via un dialogue compétitif. Là, Jean-Pierre Flaquière en a parlé tout à l'heure en propos introductif, pour reconvertir un ancien site de 2 hectares en quartier résidentiel là, en plein cœur d'Anglette, pour lequel on a dans nos objectifs d'innovation de pouvoir produire du réemploi de matériaux sur un certain nombre des opérations qui seront développées à l'intérieur. Donc, on manque encore de recul, j'allais dire, à ce stade-là, sur la commune. En tout cas, les acteurs existent au niveau local, des volontés de faire existent, et maintenant il nous reste, nous en tout cas, je réponds côté collectivité, à produire quelque part les appels à projets associés pour permettre de développer l'initiative, d'être un peu l'effet starter, la pompe d'amorçage de ce type d'initiative comme d'autres. Donc là, on va avoir un exemple en 2022 à Anglette sur lequel on veut s'investir là-dessus. Il faut que ça se démultiplie davantage. Mais la volonté de faire est là. Alors moi, je ne parlerai pas de volonté de faire, puisque je ne conçois rien. En tout cas, je peux témoigner en tant qu'enseignante à l'école d'architecture de Bordeaux. Il y a une vraie réflexion portée sur la question du réemploi. Je dirais que le réemploi commence par réemployer un bâtiment, le reconvertir avant même de penser à le détruire ou à le déconstruire. Il y a beaucoup de travaux d'étudiants qui portent sur ces sujets-là. Réemploi de matériaux, réemploi de reconversion de bâtiments. Et c'est un propos qu'on a aussi avec nos étudiants en atelier de projet, notamment en master, où on leur donne des sites souvent, on a la volonté de travailler sur à la fois de l'existant et du neuf pour qu'ils abordent les deux aspects. Et quand ils décident notamment de détruire ou de déconstruire une partie du bâtiment, on leur pose la question, ok, vous enlevez cette partie, mais que récupérez-vous? Dans quelle quantité? Pourquoi faire? Pour réemployer sur votre propre construction, sur un autre site, pourquoi pas? Et aussi, on leur pose la question de, vous concevez un nouvel espace, ok, quel est son avenir? Donc, en quelle proportion vous pourrez réemployer les matériaux à l'issue, à la fin de vie en fait, de votre bâtiment. Donc, on base beaucoup notre enseignement sur cette question de cycle de vie, puisqu'il s'agit de ça, du bâtiment, mais aussi du matériau. Donc on a beaucoup de travaux, enfin moi je sais que j'ai la chance d'être référente d'un des séminaires de master, donc d'encadrer les étudiants pendant 3 semestres sur leur projet de recherche en fait, de réflexion sur, et beaucoup se posent des questions sur les matériaux. Et au sein du Gréco, on a la chance aussi d'avoir des doctorants qui se posent cette question-là, et notamment on en a un actuellement qui travaille sur l'usage on en a une qui a travaillé sur l'usage des terres d'excavation, par exemple, dans la réintroduction, dans la construction du bâtiment sur site. Et on en a un qui travaille sur l'utilisation aussi de la terre, mais des terres liées au nettoyage des rivières, par exemple. Donc le mot exact m'échappe sur le moment, là je suis désolée, mais c'est vraiment... Donc on est vraiment dans cette optique-là. Je pense que de toute façon, ça fait partie... Pardon ? Oui, merci. Et donc l'idée, c'est de pouvoir voir si avec ces terres de dragage, on peut effectivement faire des briques de terre crue, etc. Donc cette problématique des matériaux et du réemploi est vraiment au cœur de nos enseignements, ça c'est certain. Ça fait partie, on va dire, des enjeux essentiels, je pense, pour une architecture durable et performante. Parce que la performance, effectivement, on a beaucoup parlé d'énergie, mais elle est aussi à ce niveau-là, hein, c'est clair. Complémentaire, très rapidement, effectivement, il y a vraiment 2 échelles. Il y a l'échelle des PLUI
extrêmement importante. C'est quelque chose qui est aujourd'hui compliqué à penser pour les agglomérations et métropoles, qui est que fait-on de nos excavations, que fait-on de nos déconstructions et nos démolitions. Donc là, il faut vraiment une réflexion territoriale. Je prends un exemple, je fais une visite avec mes étudiants d'un terril de plus de 20 mètres de haut, enfin 15 mètres de haut, j'exagère un peu, ils sont en train de profiler en paysage pour en faire comme une ziggourate, pour donner un point de vue sur les anciennes gravières, et qui correspond aux excavations et au concassage des démolitions de l'opération du bassin à flot. À Blanquefort, qui est une commune, on peut voir d'ailleurs les bassins à flot depuis le fameux futur terril. Donc cette question, elle est fondamentale, la question de la ressource en granulat, ici dans le territoire de l'agglomération Pays Basque et dans les grandes métros. Donc ça, c'est vraiment un sujet très underground, mais très fondamental. Avec quoi construit-on et quels sont nos effets induits sur les territoires ruraux qui subissent le passage de tous les camions et autres transports pour venir stocker nos déchets, premier élément. Une grande réflexion au sein du conseil d'administration de l'école d'architecture de Bordeaux. Il y a une grande chercheuse qui s'appelle Jana Revedin, qui est à l'origine de l'anti-Pritzker Prize, qui est le Nobel des constructions durables à l'échelle internationale, et qui, quand elle est invitée, comme ça lui arrive très quotidiennement dans le monde entier pour être jury d'un concours ou participer à une réflexion, elle n'a qu'une seule et première question: ce concours est-il utile? C'est-à-dire, faut-il nécessairement toujours construire quelque chose de nouveau avant de s'interroger sur la question de la mobilisation de nos ressources et de l'utilisation, même de la rentabilisation des milliers de mètres carrés que nous avons produits. Ce qui est une autre façon de répondre un peu à votre... Et qui du coup pose des questions de design organisationnel, hein, c'est-à-dire dans cette dimension immatérielle qui sera probablement le sujet de cet après-midi, c'est aussi penser l'utilisation de nos espaces urbains, de nos villes, de nos bâtiments dans leur dimension temporelle, c'est-à-dire quand on fait le bilan d'un taux d'occupation d'un équipement universitaire, enfin maintenant ça s'améliore parce que les partiels sont plus tardifs et les rentrées plus tôt, on avait quand même des taux assez effrayants, quoi. Enfin, et ça, enfin, voilà, que fait-on de ces gisements? Donc une vraie réflexion sur la mutualisation des équipements. Combien le gymnase d'un collège à partir de 17h peut être le gymnase de quartier. Donc ça veut dire des collaborations entre les départements et la commune. Comment, enfin, toutes ces choses, je sais que les collectivités sont vraiment là-dedans. Là aussi, il y a des gisements un peu informels, mais assez stratégiques de cet ordre-là. Oui, j'ai le micro. Sophie Brindelbet, je suis architecte et ingénieure, et je suis maître de conférences honoraire des écoles d'architecture. Je voulais reparler, comme vous l'avez fait, de la question bâtiment et bâti et machine, parce que je crois qu'on est vraiment à un moment charnière. Il y a un ingénieur qui s'appelle Banham, qui a écrit un livre que beaucoup ont lu, et qui disait que en fait, l'enveloppe d'un bâtiment, il n'y a plus rien à faire. Les architectes peuvent faire ce qu'ils veulent parce que à l'intérieur, on fait tout avec les machines. Et puis, progressivement, il y a eu des recherches qui ont été faites, et notamment en Europe et aux États-Unis, et notamment au sein de la SRAE, on a montré que le confort adaptatif était important, et notamment au niveau de la climatisation, et que si on n'était pas avec des machines qui font un climat intérieur permanent, eh bien nous avons un corps qui s'adapte, et que du coup, il y a plein de moments où en fait on peut se passer de machine. Et avec l'évolution actuelle, moi c'est ce que je professe, c'est qu'il faut d'abord partir du bâtiment. Alors le bâtiment existant, avec tout ce qu'il est capable de donner, son inertie, des espaces
qui sont adaptés à certains usages et pas à d'autres. Donc une analyse fine du bâtiment existant pour le réutiliser avec, après, un minimum de machines pour ajuster le confort. Mais chaque fois qu'on peut, pour moi, chaque fois qu'on peut se passer une machine, c'est tant mieux. Et c'est la même chose pour le bâtiment neuf, où j'essaye notamment de pratiquer la ventilation naturelle, donc sans machine ou avec très peu. Donc voilà, je crois que ce moment charnière, il est important et il nous oblige à revoir toute notre façon de concevoir, ce qui me paraît tout à fait intéressant. Oui, merci de cette intervention. Moi, c'est vrai que ça m'interpelle, parce qu'effectivement, dans ma pratique d'urbaniste, pendant pas mal d'années, on a profilé, vous savez, des pains de sucre de 16 mètres de large. Et en fait, cette forme que vous pouvez retrouver dans énormément de ZAC et autres plans masse, et on s'est aperçu, grâce à ces travaux sur la ventilation naturelle, en free cooling, avec les effets de cheminée thermique, etc., qu'il fallait de plus en plus repenser ce fameux patio intérieur que les architectes du monde arabe connaissent très bien, hein. Donc ces fameux points frais avec éventuellement des sources de fraîcheur, et qu'il fallait donc du coup épaissir les trames de ces bâtiments, en particulier bâtiments tertiaires, hein, peut-être demain de logement. Donc ça questionne fondamentalement la pratique de l'urbanisme, qui doit être pas aussi descendante qu'elle ne le fut, c'est-à-dire où on gabarisait à l'avance des choses qui créent des conditions on générait de la surface de plancher, mais on ne générait pas du tout forcément de la qualité de ce qu'elle pouvait être. Donc là-dessus, il faut vraiment, alors là pour le coup, un vrai changement de paradigme, ce qui fait que de plus en plus, dans les pratiques de l'urbanisme, il faut aussi s'interroger sur la question de l'échelle du bâtiment, beaucoup plus tôt qu'on a pu le faire par ailleurs. Voilà. Ce qui questionne évidemment aussi la question des formes. Voilà, ce point-là, je trouve très intéressant. Une chose qui est corrélative, un petit peu, qui est différent, mais qui est aussi l'autre aspect de ce que vous dites. Un jour, on a rencontré un gériatre, voilà, qui nous a sensibilisés au fait de combien, vous savez, dans les maladies neurodégénératives, il y a un des derniers trucs qui part, c'est certaines odeurs qui peuvent être ancrées depuis le plus profond de l'enfance. Donc la dimension sensorielle, elle est constitutive de nos capacités d'adaptation, et il y a une éducation à la question du rapport à la matière, aux matières, donc à la texture, à la malléabilité ou pas des choses, qui peut nous permettre, en retissant ce lien tant avec la nature qu'avec les matériaux ou la matière, peut-être de modifier nos attentes en termes de nos attentes par rapport à la nature et la qualité des espaces qui pourraient nous être proposés. Et je pense, pour tendre vers cette... Et là, j'ai envie d'avoir un discours extrêmement positif, parce que je pense qu'il y a une véritable... une joie dans la redécouverte de nos corps, de nos touchés, du coup, même si l'espace est plus frugal, il est hyper heureux en termes de stimulation, et probablement sur le long terme d'une nécessité d'accompagnement. Donc ça, c'est un élément qui est assez intéressant. Alors, je pense qu'effectivement, le retour au corps est essentiel. Je ne veux pas dire le contraire, c'est pas possible pour moi. La question de l'adaptabilité est réelle, hein. Le corps a une capacité d'adaptabilité, alors dans des limites, des proportions tout à fait raisonnables ou raisonnées, ça dépend comment on l'entend. Et on a désappris en fait à utiliser notre corps. On a désappris parce qu'effectivement la technologie a pallié à ça. Donc je pense que l'essentiel, c'est de rappeler que le corps a des capacités, des compétences, et peut-être de le rappeler à tout le monde, mais en premier peut-être aux futurs concepteurs. Moi, c'est ce que je fais avec les étudiants d'architecture quand ils arrivent en première année, puisque mon propos principal d'enseignement, c'est quand même les ambiances et le confort. Et mon premier propos, c'est de leur faire
ressentir, alors je vais dire percevoir, on perçoit tous, mais en tout cas ressentir l'espace. C'est-à-dire, avant d'aller comprendre qu'il y a le matériau machin qui réfléchit ou pas le son, qu'il y a le matériau bidule qui va permettre de bien s'isoler, etc. La première chose, c'est de rentrer dans les espaces, alors des espaces urbains ou bâtis, et d'essayer de comprendre ce qu'ils ressentent, ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, s'ils ont chaud, s'ils ont froid, s'ils sentent bien ou pas, s'ils sont confortables ou pas, et pourquoi. Et ensuite, on va confronter ça à la physique des ambiances. On va prendre un luxmètre, on va prendre un sonomètre, on va prendre un hygromètre, on va prendre un thermomètre, j'en passe, tout ce qui termine en mètre, parce qu'on aime bien ça. Et du coup, on va confronter le ressenti à la mesure. Et montrer le décalage, ou pas, qu'il peut y avoir entre le besoin, le ressenti du corps, et ce que propose l'environnement physiquement. Et je pense que c'est la base pour l'architecte pour comprendre effectivement l'impact que peut avoir la conception, que ce soit du neuf ou de la réhabilitation, enfin son intervention, sur ce qu'il va produire et les capacités ensuite au corps à pouvoir se l'approprier et s'adapter. Donc je pense qu'il faut qu'on revienne vers ça, et je pense que le confort, alors moi je prône la question du confort, c'est vraiment mon idée des ambiances, mais est-ce que le confort doit être à tout prix ? Non. Jusqu'à quel point on est capable, l'homme est capable, lui, de faire un pas vers ce confort et l'environnement de faire le second. Et du coup, est-ce que le confort, c'est forcément du high-tech ? Non, le confort, c'est pas forcément du high-tech, ça peut être du low-tech. Et finalement, ce n'est que du bon sens. Obtenir du confort avec du low-tech, c'est une bonne orientation, c'est des bons matériaux, c'est des quantités d'ouverture adaptées, etc., etc. Et en fait, ce n'est que du bon sens. Mais je pense que pour revenir à ce bon sens, il faut revenir à positionner le corps dans l'espace, effectivement. Je pense que c'est la base. Après, si je peux me permettre de nuancer, quand même, parce que on va quand même être confronté, en tout cas, à des réchauffements, à des montées en température, que personne n'a connues. Donc ça veut dire que malgré tout, et en tout cas c'est une réflexion que l'on mène à l'échelle urbaine et à l'échelle d'un bâtiment, c'est ce qu'on appelle les cellules refuges, dans lequel, là, on va pouvoir mettre des dispositifs mécanisés pour pallier ces éléments quand ils... Mais c'est plutôt la généralisation pour quelques événements climatiques, pour essayer de lisser comme ça, qui a été, à mon avis, à un moment un petit peu une impasse. Donc moi, je pense que là aussi, on peut convoquer beaucoup d'innovations, beaucoup de techniques. Et à l'échelle urbaine, c'est l'enjeu des îlots de fraîcheur, c'est-à-dire c'est l'enjeu de retrouver, de réinventer le petit square public, le petit jardin ombragé, les îlots avec une certaine échelle de présence de l'arbre et non pas des arbres et semer tous les 3 places de parking pour Pierre-Yves qui connaît ça très, très bien dans les PLU, etc. Et là, on est en train d'essayer de remobiliser. Et là aussi, la convocation du diagnostic et des qualités de l'existant sont essentielles. Je pense que le premier geste, puisqu'on parlait de geste au début, c'est un geste d'attention, de déceler la beauté du monde, même là où elle nous apparaît comme ayant en partie disparu. Voilà. Merci beaucoup. On est rattrapé par le temps, malheureusement. Donc, en revanche, pour les autres questions, il me semble qu'il y en avait encore. Je vous invite à vraiment échanger avec nos intervenants lors du déjeuner. La pause est assez longue pour aller voir les démos, mais aussi pouvoir interagir et discuter et pouvoir échanger avec eux. Ils seront là. Donc, profitez-en. Donc, merci beaucoup, en tout cas, Aline, Christophe, Pierre-Yves et Hugo pour l'animation. J'en profite pour vous remercier aussi de l'invitation. Oui, on a beaucoup. Archinova, Nobatech, l'Asie d'Anglette et la communauté Pays Basque, de cette occasion qui nous est donnée d'échanger avec vous.